Bonjour à tous, bienvenue à cette session Un jour, une start-up organisée par le Hub Francia. Le Hub Francia est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à utiliser au meilleur de ses potentialités l'intelligence artificielle. Notre objectif est également d'inscrire l'IA française à l'échelle européenne pour garder un modèle le plus souverain possible. Ujuzu, pour les intimes, donc Un jour, une start-up, c'est une série que nous avons lancée il y a 1 an maintenant pour mettre en lumière les start-up du Hub Francia et du coup appliquer l'IA à un cas d'usage spécifique, montrer ce que l'IA peut donner en situation. Aujourd'hui, nous avons Datapôle avec Cédric Guerrier, donc CTO de Datapôle, et Frédéric Gagnère, fondateur de Datapôle. Ils vont nous présenter comment la gestion assistée par l'IA révolutionne la maintenance des systèmes de production industrielle. Vous allez pouvoir leur poser des questions dans le chat questions. Nous vous inviterons à répondre à un petit sondage à la fin. Et sans plus tarder, je cède la parole à nos experts. Bonjour à tous, donc Frédéric Gagnère, merci Gaël pour cette introduction. Merci à François Béab de nous donner l'opportunité de pouvoir évoquer les sujets de l'intégration de l'IA dans un contexte de maintenance de systèmes de production industrielle. Donc juste quelques mots pour présenter la société Datapôle, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur de logiciels, nous agrégeons différentes technologies d'intelligence artificielle à des fins de performance opérationnelle. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est de transformer une donnée brute en une prise de décision rapide, de manière à pouvoir réduire les coûts d'exploitation et de gagner en efficacité. Alors, le signe particulier de la société, c'est une deep tech avec une équipe qui est exclusivement composée d'experts en systèmes d'information et des data scientists qui sont tous des docteurs en mathématiques appliquées. On a un partenariat avec le CNRS depuis la création de la société qui nous permet en fait, non pas, je dirais, de prétendre être des génies fous en intelligence artificielle, mais des industriels de la mise en œuvre des différentes technologies d'intelligence artificielle. En termes d'expertise, on se focalise sur les métiers multitechniques, multiservices, avec pour clients en fait des mainteneurs, qu'il s'agisse de facility managers ou qu'il s'agisse de sociétés qui ont besoin de maintenir leur équipement ou de maintenir leur outil de production. Alors, notre vision, c'est quoi? C'est que les entreprises sont confrontées en fait à des changements permanents et à une explosion importante des volumes de données à analyser, et qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout, je dirais, à l'échelle de l'humain, et le bon sens et l'expérience humaine ne suffisent plus à prendre en compte l'ensemble de ces informations pour pouvoir répondre à un défi important, celui de pouvoir concilier un besoin de flexibilité avec un impératif de performance. Et quand on parle de performance, on a tendance à parler de performance globale, c'est-à-dire une performance qui allie, dans un contexte très contraint, des objectifs qui sont à la fois économiques, de rentabilité bien entendu, des objectifs qui sont des objectifs sociétaux, le bien-être de ses employés, le bien-être des usagers, et des objectifs évidemment à l'égard de l'environnement et de l'intérêt général. Donc notre vision, c'est de permettre de prendre, je dirais, l'opportunité de l'IA pour permettre d'aligner en fait les objectifs des différentes parties prenantes de l'entreprise pour répondre à ces enjeux. Et donc, notre proposition, c'est de profiter de l'IA et d'exploiter en temps réel l'ensemble des données qui sont à disposition de l'entreprise, de manière à pouvoir non seulement déciloter l'information, mais déciloter la prise de décision. Alors, pour répondre à ça, on a développé une plateforme qui est une plateforme tout en un, qui nous permet en fait de pouvoir enrichir la gestion des processus métiers et des ressources par l'intégration de technologies d'intelligence artificielle. Donc concrètement, la première caractéristique de la technologie qu'on développe, c'est la capacité de pouvoir se connecter très facilement à l'ensemble des environnements métiers de nos clients et de pouvoir enrichir
en fait les données d'exploitation de nos clients par tout un tas de variables exogènes qui nous permettent de comprendre et d'anticiper la variabilité de l'activité d'une entreprise, parce que c'est dans cette compréhension qu'on va être en capacité de pouvoir dimensionner des ressources de manière optimale et de pouvoir apporter une agilité dans les opérations. Donc, une fois qu'on a capté ces informations, on est à un niveau qui est de la donnée brute. On va venir enrichir cette information pour pouvoir créer de la connaissance par la mise en œuvre d'un certain nombre, je dirais, de technologies. La première technologie, ce sont des technologies qui sont associées à l'automatisation des processus métiers. Donc là, on va venir créer ce qu'on appelle un jumeau numérique des processus que l'on cherche à optimiser. Donc, on va venir intégrer toutes les informations concernant les entités, les actifs, les processus métiers. Et ensuite, une fois qu'on a collecté l'information qui nous intéresse, on va venir mettre en œuvre des techniques d'apprentissage automatique. Donc, ce sont les termes que vous connaissez. Hein, c'est du réseau de neurones, donc du deep learning, du multivarié. C'est également tout ce qui est analyse sémantique qui nous permet de capter de l'information à partir de données textuelles. Et ce sont également des techniques assez traditionnelles d'analyse statistique et de classification automatique. Donc, une fois qu'on a créé cette donnée, eh bien, on va venir intégrer cette donnée qui a été transformée en information dans un processus de décision. Et là, on va mettre en œuvre d'autres technologies qui sont des technologies qui permettent de venir modéliser toutes les prises de décision possibles par les utilisateurs de manière à les benchmarker et proposer le scénario optimal à l'utilisateur. Donc, on est vraiment en rupture par rapport à l'état de l'art. Aujourd'hui, les opérationnels ont des informations et doivent eux-mêmes arbitrer sur les scénarios qu'ils vont mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. Là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas partir d'une feuille blanche, mais de partir d'un scénario qui a déjà énormément de valeur, même si au bout du compte, évidemment, c'est l'opérationnel qui prend la décision. Donc, en termes de création de valeur, on intervient à deux niveaux en termes de gestion des ressources. On intervient dans une première étape qui est une étape de planification des opérations et de dimensionnement des ressources. Et ensuite, on intervient de manière beaucoup plus opérationnelle auprès des équipes sur le terrain, dans la capacité à pouvoir les accompagner dans l'ordonnancement des travaux pour gagner en efficacité et dans une affectation des ressources. Donc l'idée, c'est bien entendu, c'est la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on va, dans un premier temps, vous exposer les différentes techniques et les différentes perspectives liées à l'intégration de technologies de maintenance prédictive dans un monde qui est celui du monde industriel. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous exposer en fait un environnement beaucoup plus large, parce que la maintenance prédictive en fait n'est qu'une information qui vient s'intégrer dans un système de décision beaucoup plus large, et c'est dans la décision qu'on va créer de la valeur. La maintenance prédictive, c'est une information à forte valeur, mais qui n'est pas suffisante pour pouvoir générer soit de la performance, soit des économies. Et ensuite, on laissera place à des questions-réponses. Je vais laisser la parole maintenant à Cédric. Bonjour à tous, et donc effectivement nous allons commencer par une projection et l'étude de l'état actuel d'un système et parler de la maintenance prédictive et expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Aujourd'hui, notamment à travers notre approche Gaïa, on distingue effectivement un trio gagnant à travers les outils de gestion de production assistés par ordinateur, ou encore des outils de gestion de la maintenance assistés par ordinateur, couplés avec notamment l'IoT et des outils d'intelligence artificielle, vont nous permettre, entre autres, de pouvoir réaliser la modélisation des comportements des différents équipements et, de ce fait, permettre, in fine, d'anticiper, ou en tout cas d'essayer d'anticiper les pannes éventuelles. Donc, le but de ce trio est donc de pouvoir réaliser des modèles prédictifs et finalement d'essayer de comprendre effectivement la nature et l'origine des pannes afin de pouvoir prévenir d'un dysfonctionnement éventuel. Des études démontrent, entre autres, que la mise en œuvre de ce type de technologie permet de réaliser d'importantes économies, et notamment on parle d'une augmentation de la disponibilité des chaînes de production à hauteur de 5 ou 15%,
et également d'une réduction des coûts de maintenance de 18 à 25%. Les principaux avantages. Les principaux avantages de la maintenance prédictive, en premier lieu, c'est de minimiser les actions sur les équipements et de les minimiser en fait en réalisant des actions ou des inspections au moment semblant le plus opportun. De ce fait, cela engendre une réduction des coûts de réparation, que ce soit dans la diminution de l'implication des ressources sur l'analyse ou la prévention de l'entretien des équipements, mais également une meilleure gestion des compétences et des besoins du fait de l'analyse et de la compréhension finalement du parc d'équipements sur lequel on va être amené à évoluer. Ça va également engendrer une amélioration des taux de rendement des lignes de production parce que la maintenance prédictive a pour but de privilégier l'inspection pour pouvoir programmer de la correction et non pas attendre une panne éventuelle entraînant un arrêt brut de la chaîne de production ou encore une maintenance préventive anticipée et potentiellement pas fortement utile, nécessitant également un arrêt de cette chaîne. L'autre intérêt sera également la durée de vie de l'équipement, en tentant effectivement de garantir le bon fonctionnement de vos équipements au mieux et au regard réellement de l'utilisation et de la vie de l'équipement en question. Rentrons un petit peu dans le détail de comment ça peut fonctionner. On parle d'intelligence artificielle effectivement dans le cadre de la maintenance prédictive et on va commencer à parler de machine learning. Comment aujourd'hui ce type de fonctionnement est possible? C'est dans un premier temps la capacité à détecter les anomalies. Donc Frédéric tout à l'heure évoquait notamment dans notre approche cette capacité à capter de la donnée. Donc pour pouvoir effectivement étudier et prendre en compte le comportement de la machine, le premier besoin, ça va être cette détection. Et dans ce cadre-là, potentiellement accepter d'ailleurs la panne et la défaillance des équipements afin d'identifier plus particulièrement les motifs de la panne et l'origine de la panne. L'idée à la fin étant de réaliser ce que l'on appelle remaining useful life, effectivement en anglais, ou durée de vie résiduelle, issue d'une technologie de pronostic de défaillance afin d'anticiper un problème éventuel. Donc ça, effectivement, c'est l'exemple même de cette durée de vie résiduelle. Le principe orienté sur la maintenance prédictive va être par rapport à une condition normale d'utilisation de la machine, de pouvoir projeter dans le temps une potentielle panne, un potentiel problème, avec un risque et une probabilité en fait que cela arrive, et de pouvoir ensuite fournir le bon curseur sur le meilleur moment pour intervenir sur l'équipement en question. Et donc, l'idée étant ensuite derrière de prendre effectivement et de faire un choix quant à se rapprocher de la panne éventuelle ou de l'anticiper un peu plus pour pouvoir prévenir d'un arrêt de service dans le milieu de la production. Comment générer une nouvelle gamme de maintenance dite prédictive? L'idée aujourd'hui, pour revenir sur la maintenance, il n'existe pas effectivement que la maintenance prédictive. En tout premier lieu, on avait la notion de maintenance corrective où en fait, on attendait que la panne survienne pour pouvoir intervenir et effectivement réaliser la correction nécessaire sur l'équipement. Est arrivée ensuite la maintenance préventive, qui, elle, visait à réduire cette problématique de correctif en réalisant dans un premier temps à fréquence ou par opportunisme des traitements visant justement à garantir le bon fonctionnement du produit avant toute défaillance. À cela s'ajoute ensuite la notion de maintenance conditionnelle, préventive conditionnelle, qui, dans un premier temps, pouvait se suffire à des diagnostics type calculer le nombre de cycles d'une roue, le nombre de presses d'un état ou d'un système en milieu industriel, pour pouvoir effectivement identifier quand intervenir pour réaliser une maintenance. L'approche dite prédictive, elle, rentre dans une méthodologie pronostique, et d'où le terme de pronostic de défaillance que j'évoquais tout à l'heure, qui, pour fonctionner, a besoin de deux éléments. En premier, la supervision, et donc être en capacité de pouvoir surveiller, superviser l'ensemble des équipements pour lesquels on veut réaliser ce pronostic, définir les règles métiers correspondant à cette fameuse détermination
que l'on va avoir sur la période engendrée sur le temps résiduel de la panne éventuelle de l'équipement, pour pouvoir effectivement à la fin prendre des choix quant à la prédiction réalisée par les modèles d'intelligence artificielle dits prédictifs. En ce qui concerne les trois grandes familles qu'on vient d'évoquer, la problématique de la maintenance corrective nécessite forcément que la machine tombe en panne. C'est le premier facteur effectivement d'arrêt. Dans le cadre de la maintenance préventive, on ne va pas attendre que la machine tombe en panne. Cette machine est toujours en condition d'utilisation. Pour autant, on va décider d'intervenir sur la machine pour anticiper une panne éventuelle. Donc l'arrêt est programmé et connu. Dans le troisième cas, on va tendre de fournir finalement le bon moment pour pouvoir réaliser une inspection de l'équipement sans arrêt obligatoire afin de prévenir et de réaliser ou programmer une maintenance corrective en amont de panne du matériel. Voilà une synthèse un petit peu de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que dans le monde de la maintenance corrective ou de la maintenance préventive, on va effectivement, en tant que déclenchement d'ordre de travail, déclenchement d'opération, dans un premier cas, attendre la panne, dans un cas, attendre la programmation de la maintenance en question. Dans le cadre d'une maintenance prédictive, on va en fait prendre des choix sur la probabilité d'une panne éventuelle, dont l'objectif à la fin est de pouvoir réaliser une inspection et de garantir ou non une détection d'anomalies. Nous ne sommes pas dans un cadre de réparation, de révision, ou en tout cas d'action directe sur l'équipement. On est déjà dans un premier temps dans une action d'inspection. Et donc, on peut conserver un état d'équipement en fonction avant toute coupure ou toute programmation de coupure dans le cadre du correctif. Ce qui nous permet en fait d'essayer, en tout cas de tendre à minimiser les arrêts de production et à intervenir au bon moment pour pouvoir minimiser les coûts de gestion de la chaîne de production dans notre milieu industriel. En cas pratique, dans le système de notre gestion assistée par l'intelligence artificielle, je vais vous présenter un cas d'usage orienté justement sur ce qu'on appelle chez nous les alertes intelligentes et la capacité en fait à détecter à partir de données aberrantes un dysfonctionnement éventuel d'un équipement sur site. Dans le cas présenté donc d'EY, nous allons en fait surveiller la température de salle serveur pour pouvoir prévenir d'une panne éventuelle, notamment du système de climatisation. Comment tout cela est possible? C'est possible parce que dans un premier temps, notre processus va commencer par intégrer des données. Donc la première étape, le premier élément pour pouvoir réaliser cette maintenance prédictive consiste en l'exploitation, dans ce cas-là, d'API REST, et donc de réaliser à fréquence, dépendant de l'équipement, l'intégration de ces données permettant de définir le comportement de l'équipement en question. L'autre besoin pour pouvoir réaliser nos modèles va être le pré-traitement de l'information et la mise en qualité de l'information, comme par exemple la capacité à pouvoir combler des trous dans la donnée ou requalifier de l'information pour la normaliser afin de pouvoir ensuite modéliser l'information. On va rentrer alors dans ce système de modélisation et de prévision où, une fois que la donnée va être captée, on va pouvoir définir un ensemble de variables, un ensemble de jeux de données qui vont nous permettre de modéliser la cible que l'on souhaite surveiller, contrôler. Dans le cas présent, c'est donc dans le contrôle de notre climatiseur, la capacité à capter les données de température de la salle, qui sera notre cible, et derrière l'exploitation d'autres données, comme la périodicité, donc savoir la date, est-ce que nous sommes en hiver, est-ce que nous sommes en été, potentiellement également où se trouve le climatiseur et le capteur en question, et également tout élément de production ou d'utilisation de la salle serveur qui peut influencer, ou influer en tout cas, sur la température de la salle et le comportement du climatiseur. Une fois que vous avez défini l'ensemble de ces variables et processus de modélisation, le système va générer et créer un modèle qui nous permettra, in fine, de réaliser des prévisions et de prévoir la température, notamment d'une salle, à partir du modèle même.
Une fois qu'on a réalisé l'ensemble de ces prévisions, l'idée et l'enjeu est de pouvoir transformer le résultat de ces prévisions en activité. Et donc, on va parler de ces fameuses alertes intelligentes. L'idée, c'est que dans ce cadre-là, le système va automatiquement, à partir de règles métiers définies en amont, on va parler donc de stratégie d'alerte, via de la comparaison entre les données réelles captées par nos capteurs et le résultat de nos prévisions, tenter de détecter ce que l'on appelle des données aberrantes et transformer ces données dites aberrantes en une activité appelée chez nous événement, correspondant à un ordre de travail qui permettra en fait de fournir l'information qu'il est nécessaire de réaliser une inspection du climatiseur en question afin de savoir s'il est utile ou non de réaliser un correctif. Cette notion d'inspection et correction, ensuite, est chez nous ordonnancée, planifiée et affectée aux différentes ressources qui vont avoir les bonnes compétences et qui seront disponibles à l'instant pour pouvoir réaliser l'inspection. On va donc pouvoir définir un certain nombre de règles métiers qui nous permettront d'intervenir au bon moment, une fois que la donnée aberrante aura été captée, et de programmer ensuite les corrections éventuelles. Pour que cela puisse se réaliser de manière le plus fluide, le système va jusqu'à communiquer en temps réel, une fois la planification réalisée, aux différents opérateurs, l'information sous forme de SMS ou de mail pour que l'inspection puisse avoir lieu. Ok, merci Cédric. Donc, comme Cédric nous l'a montré, on comprend bien l'objectif de la maintenance prédictive. Hein, c'est le fait de réduire l'indisponibilité. Je ne sais pas si j'ai un écho. C'est de réduire l'indisponibilité et surtout, ce qu'on comprend bien, c'est que la finalité n'est pas de créer une alerte. La finalité, c'est de mettre en œuvre des moyens de maintenance. Et donc, tout ce qu'on va essayer d'illustrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on intègre donc ces informations, dont la maintenance prédictive, dans un processus beaucoup plus global d'opération de maintenance. Le deuxième point qu'a évoqué Cédric est important, c'est le dataset. On ne peut pas prétendre être en capacité de réaliser de la maintenance prédictive si on n'a pas un historique de données avec des événements observés permettant de mettre en œuvre des techniques statistiques de modélisation. Donc, on voit bien que dans la réalité, la maintenance prédictive ne touche qu'une partie des équipements avec un prérequis qui est de disposer des données. Et donc, bien souvent, on est dans une situation où on doit être en capacité soit de créer soi-même, je dirais, son alerte, soit de pouvoir intégrer des systèmes experts qui sont les systèmes experts des fabricants des matériels dans, je dirais, cette chaîne de prise en compte et de mise en œuvre des moyens de maintenance. Donc, utiliser l'intelligence artificielle à des fins d'optimisation des opérations de maintenance, c'est un processus qui se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, optimiser les ressources grâce à l'intelligence artificielle, c'est améliorer notre capacité à pouvoir planifier l'activité dans le temps. Donc, comme toute activité, la maintenance présente une activité qui est connue parce qu'elle est le reflet de contrats de service vis-à-vis de ses usagers, vis-à-vis de ses clients, et elle est le reflet de préconisations de constructeurs qui vont être à même de pouvoir nous indiquer des gammes fréquentielles. Elle est le reflet également de certaines contraintes de service qui nous imposent, par exemple, une présence en 3.8 de certaines compétences pour pouvoir faire face à des processus critiques pour lesquels on veut pouvoir intervenir immédiatement. Donc ça nous permet déjà de pouvoir identifier un certain nombre de services assurés tout au long de l'année. Ensuite, on est quand même confronté dans la maintenance à une réalité qui est la variabilité de l'activité due au correctif, qu'on ne sait pas prévoir puisqu'on va le constater. Donc, il est important, quand on essaye de dimensionner des ressources au plus près du besoin de l'entreprise, de pouvoir évaluer cette partie corrective. Donc là, on est dans une approche qui est soit une approche de gestion du risque, où on va observer les événements dans le passé en espérant ou en faisant l'hypothèse forte que le passé est représentatif
du proche futur, ou alors on va mettre en œuvre des outils un petit peu plus complexes qui sont des outils de modélisation qui vont nous permettre de simuler ce risque en prenant en compte des variables qui impactent sur ce risque, typiquement la production ou des variables exogènes telles que la température. Une fois qu'on a identifié les différentes opérations qui sont à planifier sur l'année et qui vont nous permettre en fait de pouvoir traduire dans un deuxième temps cette activité en ressources. Donc là, de nouveau, on va utiliser les règles métiers qui sont en fait la capacité de pouvoir traduire une intervention en un certain nombre de tâches, sachant que chacune de ces tâches est caractérisée par une compétence spécifique. Typiquement, vous êtes sur des systèmes complexes de ventilation sur une salle blanche, eh bien, intervenir sur ces systèmes de ventilation va mettre en œuvre différentes compétences métiers qu'il va falloir ordonnancer et qu'il va falloir quantifier. Donc, une fois que vous avez caractérisé chacun des événements qui ont été préalablement planifiés en tâches et en ressources associées, eh bien, il est nécessaire de pouvoir quantifier la durée d'intervention de chacune de ces tâches pour pouvoir traduire en fait l'activité prévue en un nombre d'heures par compétence. Et là, on aboutit à ce qu'on appelle un dimensionnement capacitaire qui nous permet d'avoir le nombre d'heures nécessaires par compétence pour assurer l'activité qu'on a planifiée préalablement. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que la réalité, c'est qu'on est confronté à un certain nombre, je dirais, de temps sans valeur ajoutée, comme par exemple les déplacements, les temps d'approche, ou alors des contraintes opérationnelles qui nous imposent en fait d'anticiper l'impact de ces contraintes sur notre capacité à mettre en œuvre des ressources. Donc, le dimensionnement capacitaire en soi n'est pas suffisant. Vous avez un certain nombre de contraintes à mettre en œuvre qui peuvent également prendre en compte d'autres aspects que simplement les aspects d'opération de maintenance. On peut prendre en compte également des arbitrages liés à des choix sur les moyens qui sont mis en œuvre pour intervenir afin de répondre à des enjeux qui sont plus des enjeux environnementaux ou sociétaux. Une fois qu'on a identifié l'ensemble des temps et des ressources à mettre en œuvre, vient le choix de l'organisation à mettre en œuvre. Et donc là, vous allez choisir, en fonction des opérations qui sont réalisées, des ressources qui sont mises en œuvre, des organisations de manière à pouvoir optimiser vos coûts. Par exemple, vous allez mutualiser des compétences rares sur différents sites de manière à pouvoir diminuer vos coûts d'exploitation. Une fois qu'on a dimensionné ces ressources, on a mis en place une organisation pour pouvoir tenir son plan de maintenance sur l'année, eh bien, on est confronté à une réalité qui est le quotidien. Et donc, le quotidien, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on avait prévu en termes de demande n'est pas le reflet de la réalité. On a des interventions urgentes, on a des défaillances qu'on n'avait pas pu anticiper. Et donc, on voit bien qu'on est dans un environnement qui peut varier. Et c'est la réalité du quotidien des mainteneurs. Dans le même temps, les capacités qu'on a prévu de mettre en œuvre sur l'année, on peut également être confronté à des aléas. On est confronté à des aléas sur l'absentéisme, mais on est également confronté à l'aléa de la capacité à mettre en œuvre des ressources impactées, comme par exemple le trafic sur la route qui me fait perdre 2 heures sur des interventions qui sont mutualisées sur différents sites. Donc on voit bien qu'on est sur un environnement de demande qui peut être variable, un environnement de ressources qui peut être variable, et l'équipe au quotidien, ou le chef d'équipe, le planeur qui va venir tous les matins affecter les ordres de travail à son équipe, a une mission très complexe qui est de pouvoir s'adapter avec agilité à ces réalités et de pouvoir trouver la meilleure adéquation entre les travaux qui sont réalisés et les ressources qui sont à sa disposition.
Donc, pour vous donner une illustration dans le monde de la maintenance, je vais vous parler de mainteneurs qui sont des mainteneurs, des FMR, qui interviennent donc sur des sites industriels et pour lesquels on les accompagne, donc il s'agit de Dacia, pour lesquels on les accompagne sur deux enjeux. On les accompagne sur la capacité à pouvoir dimensionner les ressources pour répondre à un appel d'offres, donc cette capacité à planifier l'activité et la traduire en termes de ressources, et ensuite, au quotidien, dans cette capacité à pouvoir accompagner les opérationnels sur le terrain en leur préconisant les meilleurs scénarios d'affectation des ressources. Donc, toujours, la première étape quand on intervient, c'est la nécessité de pouvoir consolider les différentes sources de données qui sont pertinentes pour le site considéré. Donc, on est sur une approche où on va venir se connecter aux différents systèmes d'information existants et de manière à pouvoir les enrichir des capacités de l'intelligence artificielle. Notre objectif n'est pas forcément de se substituer à des GMAO, à des GPAO. Notre objectif est de venir enrichir le traitement par un traitement de données intelligent, les restitutions à travers ces outils. Parce qu'on sait bien la difficulté de devoir mettre en place un nouveau système d'information dans une entreprise. Ensuite, une fois qu'on s'est connecté à ces systèmes, il y a un gros travail d'homogénéisation et de mise en qualité de ces données. L'homogénéisation, c'est le fait de se dire qu'entre deux sites, vous pouvez avoir la même GMAO, mais qui n'est pas forcément exploitée de la même manière. Donc, comment est-ce que je fais pour centraliser ces informations dans un système qui va devoir mettre, je dirais, en concordance des informations qui n'ont pas été saisies de la même manière. Typiquement, est-ce que j'intègre ou pas mon temps d'intervention, mon déplacement dans mon temps d'intervention, et typiquement une problématique qu'on doit traiter à travers ces traitements d'homogénéisation. Une fois qu'on a consolidé ces données, qu'on s'est connecté au système de manière à pouvoir intégrer en quasi temps réel toutes les nouvelles demandes d'intervention et pouvoir restituer à ces systèmes d'information les traitements de nos algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, on a un travail qui est un travail de modélisation des processus métiers. Donc, modéliser les processus métiers, c'est donc créer ce jumeau numérique à travers déjà l'intégration de tous les actifs sur lesquels on doit intervenir. C'est la capacité de pouvoir intégrer toutes les informations concernant les ressources à mettre en œuvre. Donc, on est sur des niveaux de complexité plus ou moins importantes en fonction des domaines de compétences, des habilitations, la prise en compte des indisponibilités, des astreintes, la notion d'équipe. Donc, on va venir intégrer toute cette réalité dans le système pour pouvoir préconiser des conseils d'affectation qui soient opérables. Si vous n'êtes pas, si vous êtes éloigné de la réalité des équipes, vos conseils ne seront pas adoptés, ne seront pas mis en œuvre. Donc ensuite, dans la gestion des demandes, on a deux types de demandes qui viennent nourrir les GMAO. Ce sont des demandes qui sont issues des utilisateurs. Donc, ces demandes peuvent être plus ou moins bien caractérisées. Là, on met en œuvre des outils qui nous permettent de mieux caractériser de manière automatique en faisant des préqualifications sur le domaine de compétences, le niveau d'urgence à travers la mise en œuvre d'analyses sémantiques. Et ensuite, en termes de demande, on considère donc le résultat de la maintenance prédictive comme une demande automatique qu'il va falloir caractériser à travers des règles métiers qui vont, je dirais, permettre de nourrir le flot des opérations qui vont être réalisées et qui devront être ordonnancées et affectées par les équipes. Ensuite, au niveau des opérations, on va venir dans la solution pouvoir gérer les différentes gammes préventives du site considéré. Donc, on va gérer les gammes de services, on va gérer des gammes conditionnelles, des gammes fréquentielles, et on va venir également
au niveau des opérations, prendre en compte l'ensemble, je dirais, des contraintes d'affectation liées aux opérations. Donc, parmi les contraintes les plus importantes, évidemment, c'est la disponibilité, la compétence, mais on va venir également prendre en compte des contraintes qui ont un fort impact sur la planification des opérations, telles que l'impact de la maintenance sur le plan de production. La maintenance est au service de la production, donc il y a une véritable nécessité de coordination à réaliser dans la planification. Aujourd'hui, cette coordination est faite par une communication qui est plutôt verbale. Dans la solution, on va intégrer le plan de production et l'aléa du plan de production. C'est ça la réalité, c'est que le plan de production bouge énormément. On va l'intégrer de manière à pouvoir apporter dans la préconisation de la planification une agilité qui va permettre de préserver le service qui est rendu à l'outil de production. Enfin, tout ce qu'on cherche à organiser sert des objectifs qui sont des objectifs contractuels. Donc, il est nécessaire d'être en capacité de pouvoir intégrer les engagements contractuels et de les prendre en compte dans la planification et l'affectation. Donc, typiquement, les engagements, ça va être les niveaux par niveau de criticité, les temps d'intervention et les temps de prise en compte, d'intervention et de remise en état des équipements. Une fois qu'on a pris en compte l'ensemble, je dirais, de ces dimensions qui nous permettent de représenter le processus, eh bien, pour pouvoir générer les différents scénarios, les benchmarker et ne proposer que celui qui est le plus pertinent à l'utilisateur, au planeur qui va ensuite dispatcher les OT, eh bien, il faut pouvoir les comparer à travers des notions de formules de coût et donc de pouvoir comparer à l'aune soit de dimension économique, quel est le scénario qui me coûte le moins cher, parce que je mets en œuvre les ressources qui me sont le moins coûteuses, ou quel est le scénario qui me permet de répondre à des objectifs qui sont plutôt d'ordre environnemental ou sociétal. Typiquement, je refuse sur certaines équipes de mettre en œuvre des heures supplémentaires ou de mettre en œuvre de la sous-traitance. Et en fait, l'outil va être en capacité de pouvoir arbitrer en fonction de la pondération qui est faite sur chacun de ces coûts pour ne préconiser que le scénario qui répondra le mieux aux objectifs de la société. Alors, une troisième étape avant de rentrer en opérationnel, toujours dans le paramétrage d'un outil de préconisation de dimensionnement des ressources, on va être dans la capacité de pouvoir dimensionner à un niveau très fin les restitutions. On comprend bien que l'opérationnel sur le terrain a besoin de mobilité et a besoin d'un niveau assez basique de restitution, versus le planeur qui a besoin d'être en capacité de pouvoir avoir des outils, des KPI qui lui sont propres et de pouvoir les paramétrer facilement dans la solution. Alors, une fois qu'on a paramétré l'outil, on rentre dans l'opérationnel. Et la première restitution, comme je vous les avais évoqué en introduction, c'est cette capacité à pouvoir planifier les opérations. Planifier les opérations, c'est prendre en compte toutes les opérations qui sont connues. On est dans l'ordre de la maintenance préventive, mais également de prendre en compte une gestion du risque sur les opérations. Donc, mon équipe de maintenance doit être en capacité de pouvoir être mutualisée pour répondre à ces deux enjeux. Et dans cette mutualisation, ce que je vais chercher à faire, c'est de répondre à un objectif économique qui doit se traduire par un lissage des opérations. Ce que je cherche à éviter, c'est des pics d'activité que j'aurais pu construire par une mauvaise anticipation de ma maintenance préventive à un moment où mon risque de panne est important. Donc ça, on va se donner une liberté dans la mise en œuvre des gammes préventives de manière à pouvoir lisser au mieux ces opérations. Enfin, une fois qu'on a dimensionné les ressources sur un site, ce qu'on va donc mettre à disposition du responsable d'équipe est un outil qui va lui faire une préconisation automatique tous les jours
des différentes compétences pour réaliser les opérations qui ont été préalablement définies. Donc là, l'outil, de nouveau, ce qui est très important, c'est de comprendre c'est qu'on est sur des outils d'aide à la décision. Hein. Donc, on est dans une préconisation d'affectation qui est générée de manière soit périodique, soit à la demande, qui va préconiser une affectation avec la bonne compétence. Et cette préconisation peut être au préalable validée par le responsable d'équipe ou directement être injectée dans le outil de GMAO pour une mise en opération. Donc voilà en fait les 5 étapes qui représentent la capacité de pouvoir enrichir des systèmes de gestion actuels avec des algorithmes d'intelligence artificielle et qui permettent très rapidement, grâce à ces algorithmes, d'avoir un impact sur les opérations. Frédéric, oui. Je te propose de répondre à la question, parce que ça va bien en complément de M. Bunto. Je demande si la GMAO ne devient plus qu'un référentiel finalement de données techniques et d'intervention, ou ensuite des outils d'intelligence artificielle tels que le nôtre finalement vient apporter toute l'intelligence de planification, de suivi des engagements directement dans la solution. Eh ben, oui, c'est tout à fait le positionnement qu'on prend à l'égard des outils qui sont des outils aujourd'hui qui sont à même de collecter, de créer de l'information, mais qui aujourd'hui n'ont pas de fonctionnalité permettant d'optimiser. On laisse le soin soit au bureau d'études de faire un dimensionnement capacitaire, soit on laisse au chef d'équipe le soin de faire son affectation. Mais ils ne sont pas du tout aidés dans ces opérations. Et c'est un véritable trou dans la raquette parce qu'il y a une vraie complexité dans la mise en œuvre des données de manière à pouvoir identifier quel est le scénario optimal. Que ce soit au niveau du bureau d'études ou que ce soit au niveau des opérations, les utilisateurs de nos solutions, jusqu'à maintenant, sont plus dans un mode je suis un expert, je sais identifier une solution, mais je n'ai en aucun cas ni les compétences, ni les moyens pour pouvoir benchmarker toutes les solutions possibles et venir rechercher l'optimal en termes de décision. Là, l'intelligence artificielle vous permet de réaliser ce travail, d'apporter cette valeur ajoutée de manière très rapide et apporte une très forte valeur en termes de gain. Donc, dernière restitution, on parle d'affectation, mais bien entendu, quand on fait de l'affectation au préalable, les tâches sont ordonnancées de manière à pouvoir optimiser les opérations. Là, on est sur une illustration d'un ordonnancement qui permet en fait de limiter les temps de déplacement sur un site industriel où la distance fait que les opérateurs passent plus d'1 h 30 à se déplacer sur le site. Donc, économiser 50% de ce temps par un meilleur ordonnancement des opérations a un impact fort sur la capacité à pouvoir tenir les engagements. Alors, en termes de résultats, quels sont les bénéfices des algorithmes qui sont mis en œuvre sur les systèmes existants de planification et les GMAO? La première plus-value, c'est cette capacité à pouvoir anticiper. Donc, cette capacité à pouvoir anticiper, on l'a à un niveau, je dirais, d'évaluation des risques quand on fait l'évaluation du nombre et de la durée des opérations correctives, et on est en capacité de pouvoir réduire de manière très importante l'incertitude qui est prise par les équipes de maintenance. Le deuxième cas, c'est que le fait de pouvoir mieux dimensionner les ressources par une meilleure appréhension de l'activité, qui est liée en particulier à cette capacité à anticiper les aléas. Le fait de pouvoir planifier en lissant les opérations et le fait de pouvoir ordonnancer les opérations de manière plus intelligente nous permettent de réduire les temps sans valeur ajoutée et donc ont un impact sur le taux d'utilisation ou le taux d'exploitation. C'est pas très heureux pour des équipes, mais la réalité c'est ça, hein. Nous on l'appelle un taux d'engagement, nous permettent en fait de pouvoir gagner
sur la disponibilité des équipes. Et cette disponibilité pour nous, on n'est pas du tout dans promoteur de réduire les effectifs quand on intervient. On est plutôt promoteur d'utiliser en fait cette bulle d'oxygène pour pouvoir en réalité répondre au mieux aux engagements contractuels auprès des clients. Parce que la réalité de la maintenance, c'est qu'on est sur des métiers de service. Les gens, quand ils interviennent, c'est pour remettre en fonctionnement un équipement, aux dépens bien souvent des opérations préventives. Et en fin de contrat, on s'aperçoit que le préventif est souvent, en fait, je dirais, l'activité sur laquelle les engagements n'ont pas été respectés. Donc, le fait de retrouver de la marge de manœuvre nous permet, en fait, en temps réel, de pouvoir réintégrer dans le planning des opérations toutes les gammes préventives qui n'auraient pas pu être réalisées du fait d'un pic d'activité lié à un événement aléatoire. Donc, la conséquence, c'est que par construction, on est en capacité de pouvoir proposer au quotidien des plannings d'affectation qui répondent à 100% au contrat qui a été pris vis-à-vis de l'usager ou d'un client. Donc voilà en ce qui concerne ma présentation sur l'intégration de l'IA. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le moment. Donc Nolwenn nous dit que c'est très clair. Merci Nolwenn. Il y a une question qui a été posée, Frédéric, sur l'ordre de grandeur de l'investissement pour Dalkia. Alors, la partie setup, qui est le fait d'intégrer les données, de paramétrer la solution, est liée à l'existence ou pas d'un connecteur sur les systèmes gestion des temps pour récupérer les données des SIRH et GMAO et GPAO pour récupérer d'une part les opérations de maintenance et d'autre part les plans de production. Donc, les connexions aujourd'hui, il faut savoir que c'est de l'ordre de 15 jours pour pouvoir se connecter à un système à travers les techniques de type web service en mode API. En 15 jours, on sait se connecter à un système de type GMAO, si tant est que l'on n'ait pas encore le connecteur. Ensuite, pour le paramétrage, c'est une opération qui dure entre 2 semaines et 4 semaines en fonction de la complexité de l'environnement dans lequel on intervient. Donc, vous avez un setup qui représente cette partie connexion et paramétrage, et ensuite, vous avez un abonnement. Donc, le setup est particulier à chaque environnement, donc c'est difficile de vous répondre. Hein, c'est quelques dizaines de kilo-euros, mais je suis très imprécis quand je vous réponds ça. Et pour la partie abonnement, en fait, on a un modèle qui est basé sur le nombre de ressources qui sont optimisées dans l'outil, et qui est basé également sur le nombre de fonctionnalités qui est proposé, à savoir est-ce qu'on fait simplement de la planification, est-ce qu'on fait de l'affectation, est-ce qu'on met en œuvre des modèles de préqualification des demandes d'intervention avec de l'analyse sémantique. Voilà, donc on a une palette qui va de 25 € à 75 € pour pouvoir, par ressource et par mois, pour pouvoir optimiser les opérations de maintenance. D'autres questions? D'autres questions. Ouais. Comment voyez-vous l'articulation entre le digital twin et les règles métiers de la planification des actions de maintenance prédictive? Alors, si vous parlez d'une articulation qui est si vous parlez d'une articulation qui est technique entre deux solutions qui sont isolées, je dirais que c'est compliqué. Nous, tout l'intérêt de la solution qu'on propose est justement d'avoir proposé une solution globale
qui démarre de l'intégration de la donnée jusqu'à la planification des opérations. Donc, c'est justement pour éviter d'être sur un silo maintenance prédictive, un silo planification et un silo affectation, qu'on a une démarche globale qui nous permet, en fait, avec beaucoup de fluidité, de pouvoir simuler d'un côté dans la solution quelle est l'organisation optimale, de la sélectionner, et une fois qu'elle est sélectionnée, automatiquement, on vient nourrir les différents systèmes de gestion de l'entreprise avec les résultats de nos algorithmes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça semble être le cas. Il semblerait que oui. D'autres remarques, d'autres questions? Sinon, Cédric, Frédéric, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. Oui. Donc, c'est le moment de vous remercier vivement pour cette présentation d'un sujet qui est essentiel et effectivement, ce sujet de la maintenance des systèmes industriels avec la montée en puissance de l'IoT industriel et l'arrivée de la 5G dans ce domaine, tout ça va être un point d'expansion de l'IA. Vous avez Datapole clos aujourd'hui la deuxième saison de notre série Un jour, une start-up. La saison 3 reprendra à l'automne. Vous pouvez retrouver sur la chaîne Livestorm, donc l'outil que nous utilisons d'une start-up française, donc l'outil Livestorm. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires Un jour une start-up que nous avons conduits, donc en replay à la demande. Vous recevrez aussi tous un petit fascicule, je dirais, de compilation de ces webinaires qu'on a conduits avec les startups du Hub Francia. Et puis, dans l'attente, je vous invite à vous intéresser à nos autres événements, notamment notre cycle de conférences cybersécurité avec la prochaine réunion le 8 juin à 18h sur l'IA, les systèmes autonomes, les drones et la sécurité civile. Voilà, et je remercie encore nos deux intervenants, Frédéric, Cédric de Datapole. Merci beaucoup pour cette présentation et bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci à vous.